Salut tout le monde, c'est Viviane Sinteta de Math Délices. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers passionnant de la trigonométrie. Que vous aimiez construire, jouer aux jeux vidéo, naviguer ou même faire de la musique, la trigonométrie est là pour vous. Installez-vous confortablement et préparons-nous à explorer les bases importantes de cette discipline. Ces connaissances seront très utiles pour aborder des concepts plus avancés comme le produit scalaire. Et on débute avec une notion fondamentale pi, représentée ici en bas par la lettre grecque pi, qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Effectivement, si on divise la circonférence de n'importe quel cercle par son diamètre, on obtient toujours le même chiffre qui est un nombre irrationnel, donc avec des décimaux infinis, qu'on arrondit souvent à 3,14, juste pour simplifier les calculs, même s'il y a pas mal de décimaux, en réalité infinis, après. Cependant, il est important de noter que pi est une valeur exacte et son approximation peut entraîner des erreurs dans des calculs précis. Voyons maintenant comment pi et d'autres valeurs associées sont positionnées sur la ligne des réels. Alors, si pi est approximativement 3,14, alors il est un tout petit peu après 3, le chiffre 3, donc on peut l'imaginer quelque part ici. Le chiffre 3, il est juste avant, alors ici. La fraction pi sur 3, c'est un tiers de pi, donc si tout ça c'est pi, alors un tiers c'est un tout petit peu après le chiffre 1, alors le pi sur 3, on peut le placer ici. Le pi divisé par d, ça va être la moitié de 3,14 à peu près, alors on peut l'imaginer quelque part ici, la moitié de pi. Les moins 2 fois pi, il fallait d'abord voir où se trouve les 2 pi. Alors 2 fois pi, c'est à peu près 2 fois le 3,14, donc 6,28. Alors 5, 6, 5,28 approximativement, ça doit être ici. Alors le 2 pi, on peut l'imaginer ici. Le moins de pi, ça va être l'équivalent de l'autre côté, alors moins 5, moins 6. Alors le moins de pi va être de ce côté-là, à peu près ici. Et je vous laisse placer le moins pi sur 6 tout seul pour s'entraîner. Explorons maintenant les opérations avec des fractions impliquant pi. Il est souvent préférable de laisser pi sous sa forme symbolique pour maintenir la précision dans nos calculs. Les fractions sont des outils puissants en mathématiques. En comprenant comment les manipuler, vous pourrez résoudre une grande variété de problèmes, y compris ceux impliquant la constante pi. Pour additionner des fractions, trouvons d'abord un dénominateur commun, puis ajoutons simplement les numérateurs en conservant pi dans chaque terme. Voyons voir comment on fait avec les exemples ci-dessus. Premier exemple. On regarde qu'ici, on a les dénominateurs 4 et 2. Pour les transformer au même dénominateur, on peut alors multiplier le deuxième par 2. Et là, on va laisser alors le premier tel quel. Et on va transformer en équivalent fois 2 le deuxième. Alors, ça va faire 6pi sur 4. Et maintenant qu'ils ont les dénominateurs communs, on fait les opérations, on les laisse ici sur le résultat final et on fait les opérations qui est au nominateur. Donc 5pi moins 6pi, il fait moins pi et voici les résultats de ces opérations. Deuxième exemple. Ici, les dénominateurs sont 4 et 3. Donc, pour les transformer en dénominateur commun, il fallait les transformer en 12. Donc, il faut multiplier le premier par 3 et le deuxième par 4. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire sur le nominateur et le dénominateur de chaque fraction pour qu'on ne change pas la valeur de la fraction, pour qu'il reste équivalent. Donc, le premier, il va faire 3pi sur 12. Et le deuxième, si on multiplie par 4 le haut en bas, ça va faire 4pi en haut et 12 en bas. Donc, voici, on a les dénominateurs communs qu'on laisse tel quel, le 12 ici, et on va faire les opérations qui est au nominateur. Donc, 3pi moins 4pi, encore une fois, on finit par moins pi. Voici le résultat final.
Et on finit avec ce troisième exemple ici en bas, où on a une fraction et le deuxième c'est juste pi, ce n'est pas une fraction. Donc pour le transformer en fraction, chaque chiffre, on peut le transformer en fraction si on imagine qu'il a comme dénominateur le chiffre 1. Donc tout simplement pour faire le dénominateur commun alors entre 4 et 1, il suffit juste de multiplier par 4 celle-ci. Donc, on laisse le premier moins 3pi sur 4 tel quel. Le deuxième, on le multiplie par 4. Donc, en haut va faire 4pi, en bas va faire 4. Et pour le résultat final, on laisse les dénominateurs communs et on fait l'addition seulement au nominateur. Donc, moins 3pi plus 4pi, ça va faire pi. Et voici le résultat final pour ce troisième exemple. Continuons notre exploration en classant les triangles en fonction de leurs caractéristiques, à savoir leur côté et leur angle. Un triangle peut être classé comme isocèle s'il possède deux côtés de même longueur. Donc un isocèle, il a deux côtés. Et équilatéral s'il a trois côtés de même longueur. Et au final, rectangle s'il a un angle droit, c'est-à-dire 90 degrés. Il est également possible d'avoir des combinaisons de ces caractéristiques, telles que les triangles rectangles isocèles, que je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça peut être. Je répète juste, un triangle rectangle isocèle. Dans le schéma à gauche maintenant, pouvez-vous déterminer la nature des triangles demandés? Voyons voir ensemble chacun de ces triangles. Alors, on commence avec le premier, ADC, qui est le triangle ici en haut. Donc, on voit que ce triangle, il a un angle droit sur A et des côtés de même longueur, AD et AC. Donc, c'est un triangle rectangle isocèle. On continue avec le triangle ABC. Le triangle ABC, c'est le triangle en bas ici. On voit avec les traits qu'il a trois côtés de même longueur, AB, BC et CA. Donc, c'est un triangle équilatéral. Et le troisième triangle, ABD, c'est le triangle ici un peu plus comprimé, on peut dire, où on voit qu'il a des côtés AD et AB qui sont de même longueur et rien d'autre comme caractéristique parmi ceux qu'on a déjà présentés. Donc, c'est un triangle isocèle. Et on finit avec la mesure de l'angle ADB. L'angle ADB, c'est cet angle ici, en haut. Donc, pour calculer cet angle, on va essayer d'utiliser toutes les caractéristiques des autres triangles autour. Je vous rappelle qu'un triangle isocèle, il a deux angles de même degré. L'équilatéral 3 fois 60. Donc, le triangle ABC, il a trois angles 60 degrés. Et dans ces cas-là, comme on a le triangle ADB, sur le triangle ADB, tout l'angle DAB, ça va faire 90 degrés ici, plus les 60 de ces côtés-là, ça va faire 150. Donc, tout cet angle ici, c'est 150 degrés. Donc, c'est ce qui reste pour les deux autres angles de ce triangle comprimé ici. Alors, pour celle-ci et celle-ci. Alors, c'est juste 30 degrés jusqu'à 180. Et comme c'est un triangle isocèle sur AD et AB, donc elles vont être le même. Alors, ils vont partager les 30 degrés qui restent. Donc, ça va faire 15 degrés pour chacune des angles ici. Donc, l'angle ADB, elle va avoir 15 degrés finalement. J'espère que vous avez compris la procédure. Prenez du papier et un stylo et essayez de faire le calcul vous-même pour comprendre un peu mieux toute cette procédure.
Maintenant, parlons des principales fonctions trigonométriques, les sinus, les cosinus et les tangentes. Ces fonctions établissent des rapports entre les longueurs des côtés d'un triangle rectangle et les mesures de ces angles. Je répète, c'est un triangle rectangle qu'on parle, donc un triangle avec un angle droit, donc 90 degrés, pas n'importe quel autre triangle. Donc, si dans un triangle rectangle comme ceci, qu'on a les ABC ici au schéma, si on choisit un angle comme ceci, l'angle ACB, qui est noté, on définit déjà les côtés par rapport à cet angle comme ceci. L'hypoténuse, qui est toujours le côté qui se trouve en face de l'angle droit. Donc, imaginez qu'on a l'angle droit et l'opposé, c'est l'hypoténuse. Opposé, c'est l'angle qui se trouve à l'opposé de l'angle pour lequel on parle. Et adjacente, qui est le côté qui se trouve collé à cet angle-ci. Donc, les sinus, pour calculer les sinus de cet angle, on va prendre les rapports entre le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, les sinus de cet angle, c'est côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, ici, ça va être AB sur BC. C'est comme ça qu'on peut calculer les sinus. Les cosinus de la même angle, sur le côté adjacent, qu'on a dit que c'est les AC, sur l'hypoténuse qui reste toujours la même, qui est en face de l'angle droit, BC. Et au final, la tangente de la même angle, c'est le rapport entre le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, côté opposé, on a dit que c'est les AB et adjacent, c'est les AC. Donc, voici aussi comment calculer la tangente. Prenons un autre angle sur le même triangle que j'ai redessiné ici en bas. Donc, on va parler de cet angle maintenant, l'angle ABC. Et on va essayer de calculer les sinus et les cosinus. Je vais vous laisser faire tout seul la tangente après pour s'entraîner. Donc, les sinus. Je vous rappelle, la formule c'est donnée par côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, côté opposé, c'est le côté AC. Donc, ça va être AC divisé par l'hypoténuse, qui est toujours celle-ci qui se trouve en face de l'angle droit. Alors là, c'est toujours la même BC. Alors voici AC sur BC. Voici pour le sinus de cet angle. Et pour les cosinus, c'est le côté adjacent. Alors le côté qui est collé sur l'angle. Alors c'est le côté AB cette fois-ci. Un instant pour trouver mon stylo digital, on est ici, alors AB divisé par l'hypoténuse BC, et voici comment calculer les cosinus de cet angle. Je vous laisse faire sur le papier vous-même tout seul la tangente selon la formule que je vous ai donnée ici en haut, mais pour cet angle cette fois-ci différente ABC pour s'entraîner. Passons maintenant au cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique est un cercle qu'on voit ici à gauche, de rayon 1, centré à l'origine d'un système de coordonnées cartésiennes. Donc ici, on peut imaginer l'axe de X et ici, l'axe de Y. Il est largement utilisé en trigonométrie pour représenter les relations entre les angles et les fonctions trigonométriques. Sur le cercle trigonométrique, chaque point correspond à un angle mesuré à partir de l'axe de X positif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Par exemple, si on veut dire cette distance depuis à partir d'ici jusqu'ici qu'on met une évidence en rouge, alors qu'on fait comme la flèche montre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors à la place de dire que là, c'est cet arc-là, c'est la distance parcourue qui voit l'angle de 45 degrés, on va utiliser une autre unité qu'on appelle les radians, qui est, dans ce cas-là, c'est le pi sur 4, ici, pour la partie rouge. Et la définition d'un radian, c'est qu'en fait, on a l'arc qui a une longueur égale au rayon du cercle. Ainsi, si nous parcourons un arc de longueur égale au rayon du cercle, nous avons parcouru un angle d'un radian. Donc, si on fait la moitié d'un cercle,
On peut dire jusqu'ici, on peut dire qu'on a pi, alors on a parcouru pi radian. Et si on fait le cercle complet jusqu'ici, alors on peut dire qu'on a fait des pi radians. En utilisant cette relation, nous pouvons convertir facilement entre les mesures d'angle en degrés en radians, ce qui est essentiel pour de nombreuses applications en trigonométrie. Voici un tableau ici en bas qui représente les correspondances entre quelques valeurs courantes en degrés et en radians, ce qui nous aidera à mieux comprendre cette relation et à effectuer des conversions. Par exemple, les 0 degrés, c'est 0 radians, ça c'est facile. Si on a un angle 180 degrés, alors la moitié du cercle, on a dit que c'est pi radian. Si on fait le cercle complet, si on a parcouru le cercle complet, alors les 360 degrés, alors c'est 2 pi radians. Alors, les 90 degrés, qui est un quart du cercle ou la moitié de l'hémisphère, alors du coup, on peut dire c'est pi sur 2. Et les 45 degrés, de même manière, c'est pi sur 4. Donc, si on veut passer de degrés en radians, alors il fallait multiplier par pi sur 180. Et si on veut passer de radians en degrés, c'est l'inverse, il faut multiplier par 180 sur pi. Donc voici comment on peut convertir les degrés en radians et les radians en degrés. C'est très important, donc prenez un papier et un stylo et faites quelques conversions vous-même pour d'autres angles, comme par exemple l'angle de 30 degrés, l'angle de 60 degrés, l'angle de 270 degrés par exemple, etc., pour que vous êtes à l'aise de ces conversions. Continuons maintenant avec les sinus et les cosinus sur le cercle trigonométrique. Je vous rappelle que sur ce cercle qu'on voit ici à gauche, chaque point représente un angle mesuré à partir de l'axe de x positif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais comment cela est-il lié aux sinus et aux cosinus? En fait, c'est tout simplement les coordonnées du point, les coordonnées x et y. Les cosinus, c'est les coordonnées de ces points ici. C'est les cosinus et les y, c'est les sinus. En d'autres termes, les sinus est la hauteur du point par rapport à l'axe horizontal et les cosinus est sa distance à partir de l'axe vertical. Maintenant que nous comprenons les liens entre le cercle trigonométrique, les sinus et les cosinus, examinons quelques-unes de leurs propriétés importantes. Tout d'abord, les sinus et les cosinus sont toujours compris entre moins 1 et 1, comme vous voyez ici en haut, qui signifie que leurs valeurs sont limitées. Et c'est tout simplement parce que si le cosinus, c'est la valeur des coordonnées x, alors il aura des valeurs qui vont entre le moins 1 jusqu'à 1, et le sinus va prendre les valeurs entre le moins 1 et le 1 de ce cercle trigonométrique, donc c'est très facile à comprendre les premières propriétés signalées en haut ici. Et si on prend le triangle en plus, ce triangle ici, alors et on applique le Pythagore, on voit que cette partie ici, c'est le cosinus. La partie verticale, c'est la même que celle-ci qui est le sinus. Donc, on peut dire que le sinus au carré plus le cosinus au carré, alors un côté au carré plus l'autre côté au carré, est égal à l'hypoténuse au carré. Et ici, si on voit l'hypoténuse, elle est la rayon, alors que je vous rappelle qu'elle est égale à 1. Donc, 1 au carré va faire 1. Donc, on a aussi une autre propriété que le sinus au carré plus le cosinus au carré est égal à 1. Et pour finir, chaque point du cercle, il a des coordonnées précises, x et y, le cosinus et le sinus. Et si on continue à enrouler autour de ce cercle plusieurs fois, si on s'arrête toujours au même, par exemple, je vous dessine ici un cercle trigonométrique, alors comme ça. Si on parle pour cet angle A ici, qui est là les x et les y,
Alors, les cosinus et les sinus. Alors, ça, c'est si on fait cet arc ici. Mais si on fait le même arc, mais avec un enroulement de plus autour du cercle, vous imaginez que si on s'arrête au même endroit, il aura toujours le même coordonnées, x, y, donc le même cosinus et le même sinus. Donc, chaque enroulement qui est complète du cercle autant de fois qu'on veut, k fois par exemple, ça va être toujours le même sinus et le même cosinus avec l'angle initial A qu'on a eu tout au début sans faire un enroulement du cercle trigonométrique. J'espère que vous l'avez compris. On a vu les valeurs remarquables du sinus et du cosinus. Sur les cercles trigonométriques, certains angles particuliers correspondent à des valeurs des sinus et des cosinus bien connues. Et c'est bien de le savoir par cœur, deux fois, ça facilite les calculs. Tout d'abord, à l'angle de 0 degré, qui est le point ici, il a comme coordonnées 1 et 0, les x et les y. Donc, il a les cosinus 1 et les sinus 0. Voici alors le valeur de l'angle 0 degré ou 0 radian. Si on parle pour l'angle de 90 degrés, c'est le point ici où un radian pi sur 2. Là, les coordonnées sont 0 pour les x et 1 pour les y, donc le cosinus est 0 et le sinus est 1. Et voici la valeur remarquable de cet angle de 90 degrés. De même manière, si on continue ici pour ce point de dpi qu'il a comme coordonnées moins 1, 0, donc cosinus moins 1, sinus 0, et on peut continuer de même manière, on peut pour les 3 pi sur 2 radians ou 270 degrés point, ici par exemple on a 0 moins 1 comme coordonnées, donc l'équivalent en sinus et cosinus. Et on continue de même manière et on peut voir pour plein d'autres angles, comme vous allez voir, par exemple ici, les sinus de 45 degrés ou les cosinus de 45 degrés. Si on utilise après les formules des côtés opposés sur l'hypoténuse ou adjacentes sur l'hypoténuse, et si on obtient quand même quelques valeurs en utilisant un Pythagore, par exemple, ou les triangles isocèles, où on connaît, par exemple, les angles. Ici, l'exemple qu'on utilise, comme on a cet angle 45 degrés, c'est ce qui reste sur ce triangle rectangle. L'autre va être aussi 45 degrés pour faire 180 en tout. Donc, c'est un rectangle isocèle. Donc, les cosinus et les sinus de 45 degrés vont être égales. Et en fait, après des calculs, on arrive à trouver qu'ils sont égaux à 4, racine carrée de d sur d, de même les sinus, et on peut imaginer aussi calculer pour les 60 degrés ou 30 degrés ou l'équivalent radian comme angle. Je vous laisse amuser un peu pour essayer de calculer les cosinus et les sinus, en vous rappelant que c'est tout simplement les coordonnées de chaque point. Les x et les y. Faites attention, les x c'est les cosinus et les y c'est les sinus. Fini avec une observation plus précise sur les fonctions sinus et cosinus. Ces deux fonctions sont définies sur l'ensemble des réels x, donc ils prennent des x et ils retournent le résultat sinus de x et cosinus de x. Et si on voulait les représenter graphiquement, on obtient les courbes que vous voyez ici, en bleu et en rouge, rouge pour les cosinus et bleu pour les sinus, qu'on les appelle des sinusoïdes. Nous observons que ces courbes se répètent sur une période qui est effectivement de 2 pi radians. Et si on voudrait retourner sur le cercle trigonométrique maintenant,
on essaye de voir comment ça se passe pour un angle A et son angle opposé moins A. Par exemple, sur le cercle trigonométrique, si on a l'angle A ou l'arc A avec des coordonnées x et y qui sont les cosinus et les sinus respectivement, si on prend l'angle moins A de l'autre sens, on observe qu'elle a comme coordonnées toujours le même x que l'autre angle, mais moins y. Donc, le même cosinus est l'opposé de sinus, en fait. Donc, on finit par dire que le cosinus de A est le même que le cosinus de l'angle moins A, tandis que pour le sinus de moins A est égal à l'opposé de sinus de A. Donc, on peut dire pour ces deux fonctions que la fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire, si vous vous rappelez un peu la définition qu'on a appris au début du lycée par rapport aux fonctions. C'est tout pour cette introduction à la trigonométrie. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez désormais une meilleure compréhension de ce sujet fascinant. N'oubliez pas de pratiquer pour maîtriser pleinement ces concepts. La trigonométrie est omniprésente de nombreux aspects de la vie quotidienne et professionnelle. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma délice. Ça m'aide beaucoup pour plus de contenu mathématique passionnant pour vous aussi. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. Γεια σας!